Il y a des voix qui ont traversé les siècles et d'autres que l'histoire a presque fait taire. Il y a ce qu'on lit et puis il y a ce qu'on ne nous a pas dit. Qui était vraiment cette femme? Quelle vie a nourri ses lignes? Quel silence a-t-elle dû traverser pour écrire? Je suis Farah et aujourd'hui, sur les plumes féminines, je vais vous raconter la femme derrière la plume d'Emily Brontë. L'étrange solitaire de Haworth. Emily Jane Brontë est l'une des figures les plus singulières de la littérature anglaise du XIXe siècle. Née en 1818 dans le Yorkshire, elle est l'auteure d'un unique roman, Les Hauts de Hurlevent, qui malgré un accueil hostile à sa parution en 1847, est aujourd'hui considéré comme l'un des chefs-d'œuvre de la littérature mondiale. Poète prolifique, recluse volontaire, profondément attachée à sa terre natale, Emily Brontë demeure une personnalité difficile à saisir, dont la vie intérieure intense contraste avec l'extrême discrétion de son existence publique. Emily Jane Brontë voit le jour le 30 juillet à Forthstone, dans le West Riding du Yorkshire. Sur 6, elle est la 5e des enfants de Patrick Brontë et de Maria Branwell. Son père Patrick est né en 1777 dans le comté de Down, en Irlande, au sein d'une famille paysanne extrêmement modeste, l'aîné de 10 enfants élevés dans la pauvreté. C'est par son seul mérite qu'il parvint à étudier à Cambridge et à devenir pasteur anglican, abandonnant au passage le nom de Brontë pour l'orthographe plus européenne de Brontë. Sa mère, Maria Branwell, est d'une origine très différente. Issue d'une famille de négociants prospères et cultivée de Penzance, en Cornouailles, elle grandit dans un milieu lettré et méthodiste, avec une éducation soignée et une vie sociale comparable à celle des personnages de Jane Austen. La famille Branwell vit mal son union avec Patrick, jugé trop modeste, mais Maria épouse néanmoins un homme dont elle admire la volonté et l'intelligence. En 1820, la famille s'installe à Haworth, où Patrick est nommé pasteur perpétuel de la paroisse. Le presbytère, entouré d'un cimetière, est situé en bordure d'une vaste lande, paysage de tourbières et de bruyères battues par le vent, qui marquera durablement l'imaginaire des enfants Brontë. Maria Branwell meurt en 1821 des suites d'un cancer, alors que la jeune Emily n'a que 3 ans. La tante maternelle, Elizabeth Branwell, s'installe au presbytère pour prendre soin des enfants. Stricte et réservée, elle assure leur éducation élémentaire, mais ne parvint pas à combler le vide laissé par la disparition de leur mère. En 1824, les 4 filles aînées, Maria, Elizabeth, Charlotte et Emily, sont envoyées à l'école de Cowan Bridge, établissement destiné aux filles de pasteurs. Les conditions de vie y sont sévères, nourriture insuffisante, discipline rigide, hygiène précaire. L'hiver 1825 est particulièrement meurtrier. Une épidémie de tuberculose emporte Maria, 11 ans, puis Elizabeth, 10 ans. Charlotte et Emily sont rapatriées au presbytère. Cet épisode traumatisant marquera profondément Charlotte, qui en fera le matériau de la Lowood Institution dans Jane Eyre. Dès lors, les 4 enfants survivants, Charlotte, Emily, Branwell et Anne, grandissent quasi exclusivement au presbytère. Ils développent un imaginaire commun d'une richesse exceptionnelle. Charlotte et Branwell inventent le royaume d'Angria. Emily et Anne créent Gondal, une île fictive du Pacifique Nord, théâtre de guerre civile, de trahison et d'exil. Emily continuera à alimenter cet univers de poèmes et de récits tout au long de son adolescence, y perfectionnant une voix littéraire qui ne ressemble à aucune autre. L'une des caractéristiques les plus documentées de la personnalité d'Emily est son attachement viscéral à Haworth et à la lande qui l'entoure. Cet attachement ne révèle pas du simple sentiment, il se manifeste physiquement sous la forme d'un mal du pays intense qui rend toute vie loin de chez elle quasiment impossible. En juillet 1835, Emily quitte Haworth pour accompagner Charlotte à l'école de Roe Head, à Mirfield, où Charlotte y est enseignante. Emily, qui a alors 17 ans, y est inscrite comme élève boursière. Le séjour tourne rapidement au désastre. Éloignée de la lande, des animaux, de ses habitudes et de son monde intérieur,
Émilie dépérit à vue d'œil. Elle refuse de se lier avec ses camarades, reste silencieuse et s'amaigrit. Sa santé décline de manière alarmante. Charlotte, qui l'observe chaque jour depuis sa position d'enseignante, comprend que sa sœur a le mal du pays, nommé nostalgie, une véritable pathologie à l'époque, qui pouvait entraîner un dépérissement physique et moral. Émilie est en train de s'éteindre loin de son environnement natal. Après seulement 3 mois à Roe Head, Charlotte prend la décision de renvoyer Émilie à Haworth. Elle expliquera plus tard cette résolution. Émilie, hors de la lande, n'était plus elle-même. Elle ne se nourrissait pas, ne dormait pas, dépérissait comme une plante arrachée à sa terre. C'est Anne qui prit sa place à l'école. De retour au presbytère, Émilie retrouve immédiatement ses couleurs et sa santé se rétablit en quelques semaines. En septembre 1838, Émilie est engagée comme enseignante à Low Hill, une école de jeunes filles près de Halifax. Le poste est éprouvant, les journées s'étendent de 5 heures du matin à 11 heures du soir. Elle tient environ 6 mois, beaucoup plus qu'à Roe Head, mais le même phénomène se produit. Elle écrit pendant cette période plusieurs poèmes qui témoignent de sa nostalgie pour la lande. Le vent qui souffle ici n'est pas le mien. La lande que je vois n'est pas la mienne. Mon cœur est resté là, où le vent connaît mon nom. Elle rentre à Haworth au printemps 1839 et ne tentera plus jamais de vivre en dehors du presbytère. En février 1842, Charlotte convainc Émilie de l'accompagner à Bruxelles, au pensionnat Heger, pour perfectionner leur français et leur allemand. Constantine Heger reconnaît immédiatement les capacités d'Émilie et la juge d'une intelligence remarquable, bien que de caractère difficile. En novembre 1842, la mort de la tante, Elizabeth Branwell, les fait rentrer à Haworth. Charlotte retournera à Bruxelles. Émilie, elle, ne repartira jamais. Les témoignages contemporains sur Émilie Brontë dressent le portrait d'une femme d'une intelligence exceptionnelle, d'un abord extrêmement difficile, dont la vie intérieure semblait largement inaccessible aux personnes qui l'entouraient. Voici comment sa sœur Charlotte la décrira dans une lettre à l'attention d'Hélène Musset. Émilie n'adresse jamais la parole aux étrangers. Elle les observe, elle les écoute, mais elle ne répond pas. On pourrait la croire absente, alors qu'elle est en réalité plus présente et plus attentive que quiconque dans la pièce. Amie intime de Charlotte et visiteuse régulière du presbytère, la dépeint comme une femme de grande taille, mince, aux yeux remarquables dont le regard semblait traverser les personnes plutôt que de les regarder. Elle pouvait demeurer silencieuse pendant 1 heure entière, puis poser soudainement une question d'une telle profondeur que ses interlocuteurs ne savaient comment y répondre. Patrick Brontë lui-même a rapporté un épisode troublant. Rentrant au presbytère un soir, il trouva Émilie debout dans l'entrée, immobile, le regard fixé sur le mur. Lorsqu'il posa la main sur son épaule, elle sursauta et murmura « Je parlais à quelqu'un. Il est parti maintenant. » La pièce était vide. Charlotte résumera le caractère de sa sœur dans la préface qu'elle rédigera pour la réédition des Odes de Hurlevent. Émilie possédait une puissance de vision qui la rendait étrangère aux conventions du monde. Ceux qui ne la connaissaient pas la trouvaient effrayante. Ceux qui l'aimaient savaient qu'elle vivait dans un monde que le commun des mortels ne pouvait pas percevoir. Avant d'être romancière, Émilie Brontë est une poète. Elle a composé près de 200 poèmes, dont la grande majorité n'a été publiée qu'après sa mort. Une partie appartient au cycle de Gondal, les autres constituent une œuvre lyrique personnelle d'une grande originalité. Ce qui distingue la poésie d'Émilie de celle de ses contemporains, c'est l'absence totale de complaisance. Elle n'écrit ni pour plaire, ni pour consoler. Ses vers sont denses, rudes, portés par une conviction intérieure qui leur confère une puissance singulière. L'un de ses poèmes les plus connus est une déclaration de guerre à la peur. Émilie refuse les consolations religieuses habituelles. Aucune âme peureuse n'est mienne, je ne peux pas trembler devant le néant. Les cieux ne peuvent m'abriter, ni les tempêtes m'abattre. Je vois la mort approcher, et je souris. Charlotte, en découvrant ces textes après la mort de sa sœur, les décrira comme portés par une puissance et une âpreté
qui lui firent l'effet d'entendre la voix d'un génie sauvage enfermé dans une cage de silence. En 1845, Charlotte découvre par hasard les poèmes d'Emily et prend l'initiative de les faire publier. Pour éviter les préjugés sexistes de l'époque, les trois sœurs choisissent des pseudonymes masculins. Currer Bell pour Charlotte, Elise Bell pour Emily, Acton Bell pour Anne. Le recueil Poèmes paraît en 1846 à compte d'auteur et ne se vend qu'à une poignée d'exemplaires. Chacune se met alors à écrire un roman. Charlotte compose Jane Eyre, Anne rédige Agnès Grey et Émilie écrit Les Hauts de Hurlevent. Le roman paraît en décembre 1847 et déconcerte immédiatement la critique qui le juge brutal, dérangeant et immoral. Heathcliff, enfant errant ramassé dans les rues de Liverpool, grandit avec Catherine Earnshaw dans une complicité presque animale. Lorsque Catherine l'abandonne pour le respectable Edgar Linton, Heathcliff disparaît, puis revient pour détruire méthodiquement tout ce qui lui a été refusé. La déclaration de Catherine « Je suis Heathcliff » ne relève pas de l'amour romantique ordinaire, mais de la fusion destructrice de deux identités. La lande qui entoure Hurlevent n'est pas un décor. Elle est un personnage à part entière, reflet de la nature intérieure d'Émilie, indomptable, indifférente, éternelle. L'année 1848 est une année de deuil successif. Branwell, le frère unique, sombre depuis plusieurs années dans l'alcool et l'opium. Il meurt le 24 septembre 1848, à 31 ans. Émilie attrape froid lors de l'enterrement. Elle refuse de consulter un médecin et refuse de s'aliter. Chaque matin, elle se lève à 6 heures, prépare le petit déjeuner, nourrit les animaux et sort marcher sur la lande malgré la fièvre et la toux qui déchirent ses poumons. Le 19 décembre 1848, Émilie Brontë meurt. Elle a 30 ans. Son chien Keeper reste couché à ses pieds jusqu'au bout. L'acte de décès indique la tuberculose. Charlotte écrira « Elle aurait pu être sauvée si elle avait accepté les soins, mais elle ne voulait pas. Elle ne voulait pas. » Anne Brontë mourra 7 mois plus tard, en mai 1849. Charlotte, désormais seule survivante, fit rééditer Les Hauts de Hurlevent avec une longue préface défendant l'œuvre de sa sœur. Grâce à la ténacité de sa sœur Charlotte Brontë, Les Hauts de Hurlevent finit par s'imposer, malgré l'incompréhension et le rejet qu'il suscita d'abord. Aujourd'hui, le roman est mondialement reconnu, traduit dans de nombreuses langues et adapté à maintes reprises, preuve de la fascination durable qu'il exerce. Mais l'héritage d'Émilie Brontë tient surtout à la violence singulière de son œuvre. Elle ne propose pas une romance idéalisée, elle met en scène une passion brute, obsessionnelle, presque destructrice. L'amour y devient une force sombre, proche de la possession qui échappe à toute morale et consume ceux qui s'en abandonnent. Cette vision dérangeante, longtemps jugée excessive, voire malsaine, a pourtant ouvert une voie nouvelle dans la littérature. No coward soul is mine. Aucune âme peureuse n'est mienne. Une femme, une plume, une histoire qu'on n'oublie pas. Si tu veux continuer à découvrir ces femmes que l'histoire a trop longtemps gardées dans l'ombre, rejoins la communauté des plumes féminines. Aime, abonne-toi, partage et laisse un commentaire. En attendant, on se retrouve mardi pour découvrir notre prochaine poétesse qui trouve ses origines sur le continent asiatique.